In this new video, we are going to explore new concept that concern the organization of idea within sentences, between sentences, and between paragraphs. Every sentence is composed of theme and one or more statements. The theme is represented by the essential information in the sentence. The statements contextualize the theme by situating the theme in the space, the time, or by specifying it quantitatively and qualitatively. But before discussing this new concept, I briefly review what we covered in past session. We have already discussed the funnel technique, la technique de l'entonnoir, in writing scientific text. We have also discussed this technique from following perspectives. Organization 1. Organizing information in writing the abstract. Organizing information in writing the general introduction. Organizing information in writing the conclusion. We have also explained how to use this technique, the funnel technique, in organizing chapter headings and subheadings in dissertation. This technique is also used as a strategy for searching bibliographic references. C'est-à-dire que cette technique est par ailleurs utilisée comme stratégie de recherche de références bibliographiques, c'est-à-dire la technique de l'entonnoir. For example, starting by using general search tools and then moving on to increasingly specialized tools. For example, we can in first step use Google before Google Scholar and before specialized databases, indexed peer-reviewed journal, assigned bibliometric indicator, etc. Or also using general work and then increasingly specialized work. C'est-à-dire que on peut utiliser cette stratégie de la technique de l'entonnoir, nous l'avons vu dans une visioconférence, qu'on peut l'utiliser aussi comme stratégie de recherche, en commençant par utiliser les outils de recherche les plus généralistes, comme Google. Ensuite, on peut aller vers des outils de recherche plus spécialisés, tels que, par exemple, Google Scholar. En plus, on peut, par la suite, donc réduire augmenter le degré de spécialisation en allant solliciter ou consulter les bases de données qui indexent donc des revues à comité de lecture, des revues auxquelles sont associés des indicateurs de la bibliométrie tels que le facteur d'impact, le facteur SNP, le H-index, le site score. Donc ça, c'est des indicateurs, c'est des ratios, c'est des indicateurs chiffrés qui indiquent donc le degré de notoriété d'une revue. Now we will see how to organize information within sentences, between sentences, and between paragraphs to produce high-quality scientific or informational writing. To do this, you must meet the criteria of cohesion.
the uniqueness of a textual object. C'est-à-dire la cohésion, c'est que dans un texte, dans un texte qui représente un élément paratextuel, je dois trouver un seul objet, une grande idée principale. Et toutes les autres idées doivent graviter autour de l'idée donc principale. C'est pour expliquer le sens du terme cohésion. Cohésion, c'est-à-dire l'unité de l'objet dans un texte. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, dans un article journalistique, s'il y a un article et un titre, donc le titre de l'article représente l'objet ou le sujet de l'article. On ne doit pas trouver dans un seul article deux idées d'égale importance. Ça, c'est un ratage. Donc, j'étais en train de dire, donc, we will see how to organize information within sentences, between sentences, and between paragraphs to produce high quality scientific or informational writing. Donc, nous avons vu la technique de l'entonnoir qui concerne l'idée générale de la technique de l'entonnoir, c'est que dans la production des textes scientifiques ou du discours scientifique qui concerne la recherche universitaire, on doit toujours commencer du général et aller vers le particulier. C'est ça l'idée de la technique de l'entonnoir. Maintenant, nous allons voir autre chose. Nous allons voir comment enchaîner les phrases et les paragraphes de telle sorte à produire la cohérence, bien sûr la cohérence du point de vue c'est-à-dire la cohérence dans la progression du texte, hein, en utilisant les marqueurs de relation ou ce qu'on appelle les connecteurs logiques. On va voir comment, dans la même phrase, organiser l'information. Parce que dans une phrase, il y a ce qu'on appelle, toute phrase est composée d'un thème et d'un propos. Alors, le thème, c'est l'information principale de la phrase, et le propos ou les propos expliquent le thème. D'accord? Par exemple, lorsque je dis, par exemple, l'intelligence artificielle a connu un grand essor à partir de l'année 2018. Regardez, j'ai 3 ou 4 informations. Mais l'information principale, c'est l'intelligence artificielle. Donc moi, je parle de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça représente le thème de la phrase, l'objet de la phrase. Maintenant, la deuxième information, le reste, c'est de l'explication. Hein? C'est-à-dire, le thème, ça représente l'information principale, et les autres informations, ça explique le thème. Ça situe, les autres explications vont situer le thème dans l'espace, dans le temps et dans la sémantique. C'est-à-dire dans l'espace réel ou fictif, dans le temps réel ou fictif et dans la sémantique. C'est-à-dire, bon, lorsque je dis l'intelligence artificielle, ça représente l'objet de la phrase. Donc, moi, je parle de l'objet de la phrase, c'est l'intelligence artificielle. D'accord? A connu un grand essor, eh bien, c'est déjà une information sur l'intelligence artificielle. Depuis l'année 2018, eh bien, c'est une deuxième information. Mais la première et la deuxième information, donc j'ai 2 propos ici. Les 2 propos expliquent le thème, hein, contextualisent le thème. Situe le thème, donne du sens au thème. Donc, ce qu'on appelle, si vous voulez, donc chaque phrase se compose d'un thème, l'objet de la phrase, et d'un ou de plusieurs propos, on les appelle aussi le rem, hein, ou les propos, qui vont situer le thème, qui vont donner des informations sur le thème.
Every sentence is composed, I remind you, of theme and one or more statements. There are three ways to organize idea from one sentence to another sentence and from one paragraph to another paragraph. Donc, il y a trois façons de progresser dans le texte. Il y a ce qu'on appelle la progression à thème constant. Hein? Thematic progression with a continuous constant theme. La progression à thème constant. Je vais vous donner des exemples. Hein. Le deuxième type de progression, la progression à thème linéaire. Hein. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la progression à thème linéaire. Progression with a linear theme. Simple linear thematic progression. Il y a, en général, il y a trois types de progression. Mais n'empêche qu'on peut parfois trouver une quatrième ou une cinquième typologie. Il y a aussi la progression à thème dérivé en français ou la progression à thème éclaté. Progression, thematic progression with divide themes and thematic progression with split rem. C'est-à-dire que le rem, c'est les propos. Hein. C'est-à-dire que, bon, vous m'excusez, je vais prendre brancher le secteur. Donc, je continue. Donc, en fait, il y a trois types de progression. La progression à thème constant, la progression à thème linéaire et la progression à thème dérivé ou à thème éclaté. Bon, bien sûr, donc, cette progression-là, elle va nous permettre d'éviter ce qu'on appelle, parmi les erreurs que nous avons relevées le plus souvent dans les textes présentés par des étudiants en préparation d'exposés, dans le cadre de la préparation des exposés, dans le cadre de la préparation de leur projet de fin d'études, c'est que parfois, ils produisent soit des paragraphes très longs et dans lesquels on trouve beaucoup de répétitions, parce qu'en principe, dans un paragraphe très long, à chaque fois qu'on avance dans la lecture, on doit trouver de nouvelles informations. Hein? Donc la redondance ou la répétition dans le même paragraphe. Il y a aussi parfois le fait que d'un paragraphe à un autre, on trouve aussi beaucoup de répétitions. C'est-à-dire, ce qui a été dit au niveau du premier paragraphe, on le redit d'une autre manière, sans s'approfondir dans le sujet, dans le deuxième paragraphe et parfois dans le troisième paragraphe. Donc, il y a un problème de répartition d'informations entre les phrases, entre les paragraphes et parfois même entre les chapitres. Bon, parfois c'est justifié, hein, le fait parce que le plus souvent, on conseille les étudiants, le plus souvent de produire des paragraphes équilibrés. Hein. Par exemple, dans un texte, même des chapitres équilibrés. Hein. C'est-à-dire, dans un projet de fin d'études, par exemple, si vous avez un chapitre si vous avez un projet de fin d'études, par exemple, de 80 pages, vous avez par exemple 4 chapitres. On va dire par exemple 4 chapitres, donc 80 divisé par 4. Bon, n'oubliez pas qu'il y a aussi les éléments paratextuels.
Il y a le texte conclusion, le texte abstract ou résumé, il y a le texte introduction générale, il y a le sommaire, il y a les dédicaces, les remerciements, la table des figures, la table, la table des, la liste la liste des figures, pas la table des figures, hein, la liste des figures, la liste des acronymes ou des abréviations et acronymes, ça n'a pas le même sens. Hein. Moi, je préfère dire la liste des acronymes, etc., etc. Bon, on va dire, vous avez 100 pages, les 10 pages seront dédiées aux éléments paratextuels, il reste 80 pages. Donc, si vous avez 4 chapitres, dans l'idéal, ça sera 20 pages par chapitre. Mais bon, 18 pages, 22 pages, par exemple, chapitre 1, 22 pages, chapitre 2, 18 pages, c'est équilibré, hein, on peut considérer ça comme équilibré. Mais par exemple, trouver un chapitre de 5 pages et un chapitre de 30 pages, c'est déséquilibré. Hein, il y a un problème de mauvaise gestion de l'information. Donc, pour pallier à ce problème de la mauvaise gestion de l'information ou la mauvaise répartition de l'information, vous m'excusez, l'introduction est un peu longue, mais ça ne fait rien, معليش. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, de la mauvaise répartition de l'information, hein, il y a des techniques qui existent. Parmi les techniques, la technique de l'entonnoir qui concerne, qui en fait, la technique de l'entonnoir, c'est une technique de production ou d'organisation de l'information dans les textes scientifiques, qui consiste à aller du général vers le particulier. Hein. Donc cette technique, on l'utilise dans la rédaction de l'abstract, l'introduction générale, le résumé, mais non, c'est pas seulement dans la rédaction de ces éléments paratextuels. Cette technique aussi, on l'utilise dans l'organisation des chapitres. Mais aussi, cette technique, on ne l'utilise pas seulement dans l'organisation des chapitres. Hein. On l'utilise aussi comme stratégie de recherche. Hein. Stratégie de recherche dans la mesure où, par exemple, il est conseillé pour un étudiant qui prépare son projet de fin d'études de commencer à collecter de l'information sur son sujet, du background, en commençant par exemple par les ouvrages, par consulter les ouvrages les plus généralistes, ensuite aller vers les ouvrages les plus spécialisés. Même en termes d'outils de recherche sur Internet, on conseille aux étudiants aussi de commencer par utiliser des moteurs de recherche généralistes, ensuite aller vers des moteurs de recherche plus spécialisés, vers des bases de données plus spécialisées. Il se trouve aussi qu'il existe une autre technique qui va aussi nous guider sur le dispatching ou l'organisation de l'information dans la phrase elle-même et entre les phrases et entre les paragraphes. Donc il existe trois manières de progresser dans le texte. La progression à thème constant, la progression à thème linéaire et la progression à thème dérivé ou à thème éclaté, ou etc., etc. Je donne un exemple. Regardez cette phrase. Ce paragraphe, c'est le même que celui-ci. D'accord? Regardez. L'intelligence artificielle utilise une variété d'algorithmes dans l'apprentissage automatique. Si je regarde la première phrase, ben, l'objet de la phrase, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Ben, c'est ça. Ben, je l'ai représenté par un acronyme. Hein. Il y a une différence quand même entre l'acronyme et l'abréviation. Hein. Donc ça, c'est un acronyme parce que le I veut dire intelligence et A artificielle. C'est pas comme BCP que c'est-à-dire les gens qui utilisent, c'est-à-dire
le public du Facebook, etc., les jeunes utilisent beaucoup d'abréviations. Beaucoup, BCP pour beaucoup. BCP. Mais le B et le C ça ne remplace pas un terme, un mot. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle représente le thème de cette phrase. Hein? D'accord? T, les systèmes d'IA. Ah, ici, par exemple. Hein? L'intelligence artificielle, maintenant, utilise une variété d'algorithmes. Deuxième information. Dans l'apprentissage automatique. Hein? Donc, regardez, j'ai une information essentielle, ça s'appelle le thème. Attention, on n'est pas en train d'étudier la phrase du point de vue de la syntaxe, hein? C'est-à-dire le verbe, le sujet, le verbe et le complément. Non, on est en train d'étudier la phrase du point de vue de la sémantique, du point de vue du sens, le sens de la phrase. D'accord? Donc ici, nous avons un thème. Donc, le thème, c'est l'information essentielle de la phrase. Maintenant, tout le reste, c'est de l'explication. L'intelligence artificielle utilise une variété d'algorithmes dans l'apprentissage automatique. Bon, ça c'est la première phrase. Donc j'ai un thème et j'ai ce thème-là. Ensuite, j'ai en principe ce propos. No color. على بالك راني ماكتيفي ستوب هايلايتنج. بون على جال لو زومينغ هذا ما مديش لي كولور معليش. بون جو في utiliser هنا. هذا c'est un propos. Et ici un autre propos. Donc j'ai un thème et deux propos. Je vais voir la deuxième phrase. L'intelligence machine dotée d'IA peut accomplir des tâches très complexes via des algorithmes d'apprentissage. Regardez, le thème de la première phrase, c'est l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai utilisé une expression équivalente, l'intelligence machine. Eh bien, l'intelligence machine, c'est à peu près, c'est l'expression synonyme. C'est l'expression synonyme de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle. Donc, entre la première phrase et la deuxième phrase, c'est le même thème. D'accord? C'est le même thème. Je peux, l'intelligence artificielle, au niveau de la troisième phrase, je peux dire elle. Donc, c'est le même thème. Hein? Elle, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence machine. Je peux dire, par exemple, cette technologie, supposons que la première phrase, l'intelligence artificielle, tatati tatatou. Deuxième phrase, l'intelligence machine, et j'explique. Troisième phrase, elle nous a offert beaucoup de. Quatrième phrase, cette technologie a permis de. C'est-à-dire, c'est toujours le même thème. Ici, j'ai repris le même thème avec une expression équivalente. Ici, j'ai repris le même thème avec un pronom personnel. Ici, j'ai repris le même thème avec une deuxième expression équivalente. Je peux peut-être, au niveau de la... Bon, 1, 2, 3, 4. Au niveau de la cinquième phrase, je peux trouver par exemple un synonyme. Donc, j'ai repris le même thème avec un synonyme. Sixième phrase, je peux par exemple trouver un terme général, ce qu'on appelle un terme générique. Un terme générique. Hein? Et ça sera donc... Donc, qu'est-ce que je suis? C'est une progression à thème constant. C'est une progression à thème constant. Hein? C'est une progression à thème constant. Hein? Par exemple, le café. Et je raconte, ça c'est la première phrase. Ensuite,
je vais dire ce produit. Et je continue. C'est-à-dire, je veux dire ce produit, le café. Ensuite, je vais dire ce stimulant, parce que le café est un stimulant. Ce stimulant. Ce stimulant de grande efficacité, et je raconte mon histoire. Donc, ici, regardez. Bon. Le café, ce produit, ce stimulant de grande efficacité. Donc, si à chaque fois, dans un paragraphe, si à chaque fois, dans un paragraphe, le même thème est reproduit au niveau de la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase, la cinquième phrase, avec soit un pronom personnel, soit un adjectif démonstratif, ism ishara, c'est un adjectif démonstratif, un adjectif possessif, ça, c'est un adjectif possessif, etc., etc. Donc, ça, c'est une progression à thème constant. Maintenant, quelle est l'importance de la progression à thème constant dans un texte scientifique? Eh bien, tout simplement, l'importance de la progression à thème constant dans la construction ou dans la rédaction ou dans la conception d'un paragraphe dans un texte scientifique, c'est d'approfondir l'explication. C'est d'approfondir l'explication. Voilà. Par exemple, ici, c'est une progression à thème constant. L'intelligence artificielle utilise une variété d'algorithmes dans l'apprentissage automatique. J'ai le thème, propos et propos. L'intelligence machine, c'est l'intelligence artificielle, dotée d'IA, peut accomplir des tâches très complexes via des algorithmes d'apprentissage. Donc, la première phrase, la deuxième phrase, j'ai une progression à thème constant. C'est le même thème. L'intelligence artificielle, l'intelligence machine, elle, c'est l'intelligence artificielle. Cette technologie, c'est l'intelligence artificielle. Etc., etc. Je peux dire cette intelligence numérique, malgré que l'expression, c'est pas vraiment du bon usage de la langue française, mais je peux dire ça, par exemple, pour les besoins c'est juste pour les besoins de l'illustration. Ok, maintenant, on va voir, donc ça c'est la phrase 1, et ça c'est la phrase 2. Maintenant, on va voir la phrase, entre la phrase 2 et la phrase 3. On va voir. Maintenant, je démarre à t égale 0, donc à t égale 0, كما راكم تقراو à t égale 0, cinématique du point matériel. Maintenant, je démarre là. باش ندير la comparaison. أنا درنا la comparaison هنا. De là à là, c'est une progression à thème constant, avec soit une expression équivalente du thème de la première phrase, soit avec un pronom personnel, soit avec un synonyme, soit avec un terme générique, un terme très large, un terme transversal, soit avec un terme spécifique. Lorsque vous allez chez le pharmacien et que vous lui dites donne-moi une capsule de paracétamol. Le terme paracétamol, ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme générique, c'est un terme commercial. Mais le nom réel du paracétamol, c'est le nom de la molécule. C'est un terme, bon, ce n'est pas la peine de le chercher. D'accord. Maintenant, donc on va démarrer de cette phrase. De la deuxième phrase à la troisième phrase, quel type de progression nous avons? Alors, regardez, le thème de la deuxième phrase.
Ben, c'est l'intelligence machine. L'intelligence machine, dotée d'IA, peut accomplir des tâches très complexes via des algorithmes d'apprentissage. Ces algorithmes d'apprentissage. Maintenant, regardez. Nous avons un thème. L'intelligence machine, dotée d'IA. Bon, je parle de l'intelligence machine, dotée d'IA. Donc, là où le thème, l'intelligence machine, dotée d'IA, peut accomplir des tâches très complexes, c'est une information, via des algorithmes d'apprentissage, c'est une autre information. Parce que la phrase, elle est juste. Je peux m'arrêter ici. Je vais dire, l'intelligence machine dotée d'IA peut accomplir des tâches complexes, très complexes. C'est une phrase complexe, c'est une phrase grammaticalement juste, syntaxiquement juste, sémantiquement juste. Donc, j'ai ici une information et j'ai, via des algorithmes, donc j'ai un thème, l'intelligence machine dotée d'IA, donc d'IA. J'ai donc, on va dire, deux propos. Le propos peut accomplir des tâches très complexes, un deuxième propos P1, et j'ai un autre propos, un REM, R-H-E-M-E, j'ai un propos P2 via des algorithmes d'apprentissage. D'accord. Maintenant, la troisième phrase, elle commence par P2. Elle commence par P2. Ces algorithmes d'apprentissage, algorithmes d'apprentissage, ces algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de remarquer? Vous êtes en train de remarquer que le deuxième propos de cette phrase, est devenu le thème de la troisième phrase. Est devenu le thème de la troisième phrase. Donc cette progression, elle existe. Vous avez, parfois on peut trouver, par exemple, T, P1. Ça c'est la première fois. Point. Ensuite, P1, tous les il y a le thème de la phrase. Donc tous les c'est le thème. Donc thème 1, propos 1. P1, tous les thèmes 2, la deuxième phrase, propos 2. Ça, peu importe, la deuxième phrase, il y a 2 propos, 3 propos, 4 propos, même. Ensuite, la phrase 3, le propos 2, le propos 2, et où est le thème 3 dans la troisième phrase, avec PI, propos. Un basculement. D'accord? Exemple. Je vais donner un exemple aléatoire. J'ai bu un café au chocolat. Le chocolat était très délicieux. Je peux trouver plusieurs. Le chocolat était très délicieux. Bourré, très délicieux, et bourré de crème. Peu importe les fautes d'orthographe, le chapeau, bon, je ne vais pas corriger. La crème
et je continue. D'accord? Et je continue. Donc ça, c'est une progression, c'est ce qu'on appelle la progression linéaire. C'est-à-dire, vous avez le thème général, le thème de la première phrase, et un ou plusieurs propos. Le dernier propos ou le propos de la phrase d'ordre n va devenir le thème de la phrase d'ordre n plus 1 avec d'autres propos. Et les propos, le propos de la phrase d'ordre n plus 1 va devenir le thème de la phrase d'ordre n2, n plus 2, avec d'autres propos. Donc, ici, quelle est l'importance, hein? Quelle est l'importance de ce type de progression? Eh bien, ici, on accélère. Hein? L'important, c'est que la progression à thème linéaire fait avancer le texte. Hein? Fait avancer le texte, mais elle est très déconseillée. Parce que sinon, elle va perdre le lecteur. Hein? Parce que déjà, avec un thème, hein? Avec un thème, au bout, c'est-à-dire, lorsque l'auteur arrive à la 6e phrase, il va certainement oublier le thème de la première phrase. Hein. Il ne saura plus de quoi on parlait au début. Hein. C'est-à-dire, pourquoi on est en train de dire ça. Hein. Pourquoi on est en train de dire ça au niveau de la 6e et la 7e phrase. Hein. Donc, c'est très déconseillé. La progression à thème linéaire, c'est très déconseillé. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer. Hein. Une ou deux, trois phrases, c'est bon. D'accord? Donc, la progression à thème linéaire, on en a besoin. C'est juste pour un petit peu avancer dans la progression. Hein? Avancer dans la progression. Maintenant, il y a un troisième type de progression. Il y a un troisième. Donc, on va essayer d'appliquer sur des textes. Il y a un troisième type de progression, ce qu'on appelle la progression à thème éclaté. Et la progression à thème éclaté, il faut qu'il existe ce qu'on appelle l'hyperthème. Il faut un hyperthème. Un hyperthème. Cet hyperthème, tu vas le diviser en sous-thèmes. Cet hyperthème, tu vas le diviser en sous-thèmes. Sous-thème 1, sous-thème 1, sous-thème 2, sous-thème 3. Bon, je vais utiliser des abréviations. Hein. Sous-thème 1, sous-thème 2, sous-thème 3, etc. Hein, etc. Donc, avec un hyperthème, avec un thème général, et vous avez un objet, hein, vous voulez décrire un objet dans un paragraphe, ou dans 2 paragraphes, ou dans 3 paragraphes, ça dépend de vous, comment vous allez apprécier l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Et l'objet se compose de sous-objets. L'objet est fragmentable en sous-objets. Ou par exemple, je peux fragmenter un hyperthème, bon, c'est pas la peine de corriger, bon, hyperthermie, non, hyperthème, je laisse ça comme ça. Peut-être que c'est par rapport à... Non, parce que c'est en anglais, hein, bon, je vais French, ok, c'est bon, hein, parce que là c'est la correction qui est de manière automatique en anglais. Hyperthème. Donc, exemple, par exemple, la pile. La pile électrique, hein, juste un exemple, la pile électrique se compose de l'anode, de la cathode, le pôle négatif, et de l'électrolyte, hein, la solution qui se trouve à l'intérieur de la pile, hein, rechargeable et à partir de laquelle on peut produire de l'électricité statique et de
et de l'électrolyte. Ok. Peu importe. Et de l'électrolyte. Donc regardez, l'hyperthème, mon hyperthème, c'est la pile électrique. Hein? Donc cette pile électrique, la pile électrique, elle se compose de 3 sous-thèmes. Le sous-thème anode, le sous-thème cathode et le sous-thème électrolyte. Et bien, maintenant, je consacre un paragraphe, hein, l'anode, hein, l'anode, et je raconte mon histoire. Première phrase. Et bien, deuxième phrase, ce pôle, parce que c'est un pôle, ce pôle. Donc, de là à là, c'est une progression à thème constant. L'anode, ce pôle, et j'explique. Cette borne, cette borne, la borne négative, la borne positive, cette borne délivre de, et je raconte. Hein? Regardez, de là à là, c'est une progression à thème constant. De là à là, c'est une progression à thème constant. Et je continue maintenant. La cathode. Et je continue. Donc ici, dans la première phrase, donc vous avez un hyperthème. Hein, la pile électrique se compose de l'anode. C'est un hyperthème que j'ai fragmenté, que j'ai décomposé, là, parce que là, c'est-à-dire, il faut savoir, hein, la décomposition d'un hyperthème en sous-thème, ça dépendra de l'intelligence de l'étudiant. Quand je dis l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, non. C'est-à-dire le degré de compréhension et de maîtrise de votre sujet. C'est-à-dire, vous avez un objet, même s'il n'est pas fragmentable, je peux trouver une astuce ou une méthode mnémotechnique ou un paradigme ou un critère que je vais utiliser et qui va me permettre de fragmenter la méta-entité ou le méta-modèle ou le méta-concept en fragments de concept. D'accord? La cathode, et je vais avancer. Ensuite, l'électrolyte, et je raconte mon histoire. Voilà. Donc ici, je peux consacrer un paragraphe à l'anode, un paragraphe à la cathode et un paragraphe à l'électrolyte. Hein? D'accord? Donc dans le paragraphe, je peux adopter une stratégie mixte. Je peux parfois progresser de manière constante en gardant le même thème. L'anode, ce pôle, cette borne délivre de l'énergie électrique. L'énergie électrique, je vais dire du coup, cette borne délivre du courant électrique statique. L'électricité statique, et je continue. Regardez ici. Donc, progression à thème constant, mais de là à là, progression à thème linéaire, parce que je juge, c'est au jugement de l'étudiant, c'est à l'appréciation de l'étudiant. L'étudiant, oui, il juge. Et bien, ici, l'étudiant a jugé que il doit donner des informations sur ce propos, ou sur ce REM. Hein. On dit le thème et le REM. Le REM, c'est le thème, c'est l'information principale. Le REM, c'est l'explication. R-H-M-E, ou le propos. Hein.
cette borne délivre du courant électrique statique, l'électricité statique, et je continue, par exemple, l'électricité statique, tatati, tatata, électron, hein, électron. Ces particules, cette particule, ici, j'ai terminé ma phrase avec le terme électron. Avec le terme, donc, hein, pour corriger, avec le terme électron. Maintenant, j'ai dit cette particule. Et bien, de là à là, c'est une progression aussi à thème, hein, à thème linéaire. Parce que en fait, le thème de cette phrase, c'est l'électricité statique. J'ai expliqué jusqu'à un moment où je cite le terme électron. Ensuite, je dis cette particule. Donc, le terme électron, ça représente le rem ou le propos dans cette phrase. Et bien, ce propos est devenu le thème de la phrase d'après. D'accord? D'accord? Donc, attention. Donc, vous avez trois types de progression. Hein, trois types de progression dans le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va essayer d'aller de voir ça sur des textes réels. Hein, on va voir. Hein, on va voir, par exemple. Hein, on va voir. Bien sûr, lorsque vous présentez un travail, il faut citer les références. Hein. Regardez, moi je cite les références. Hein. Voilà, l'URL, la page d'accueil, le titre de la publication, l'auteur de la publication, le nom du journal, hein, revue d'anthropologie, des connaissances, etc. Donc, tout est là. Donc, on va voir, on va essayer de lire et de voir les types de progression. Hein. Parfois, attention, parfois vous avez une phrase. Vous avez la première phrase, par exemple, un thème et un propos. Et la deuxième phrase, c'est carrément un autre thème. Hein. C'est carrément un autre thème. On va dire T', P'. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire du coq à l'âne. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de progresser comme ça de manière chaotique et désordonnée. Non. Parfois, vous n'êtes pas obligé de soit progresser d'une phrase à une autre en utilisant la progression à thème constant ou la progression à thème linéaire ou la progression à thème dérivé, supposons au préalable que vous avez fragmenté le thème principal ou votre hyperthème vous avez réussi à fragmenter l'hyperthème en sous-thème. Parfois, c'est carrément entre la première et la deuxième phrase, on a autre chose. On va voir. On va commencer. L'éthique de l'IA et l'éthique appliquée, hein, l'éthique de l'intelligence artificielle. On est en train de définir qu'est-ce que ça veut dire l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, l'éthique de l'intelligence artificielle et l'éthique appliquée qui concerne l'évaluation des systèmes scientifiques, techniques et sociaux qui sont concernés par les algorithmes. Eh bien, carrément, le thème de cette phrase, c'est l'éthique de l'IA. On est en train de définir l'éthique de l'IA. Eh bien, regarde, les auteurs et autrices qui œuvrent à cette tâche, eh bien, carrément, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est sémantiquement dissocié, hein, ou incohérent. Non, on est en train de progresser. Les auteurs et autrices qui œuvrent à cette tâche se distinguent tant, c'est-à-dire qu'ils sont responsables, cette tâche, c'est-à-dire les auteurs ou les chercheurs qui sont responsables de l'élaboration
des différentes réglementations qui concernent l'éthique l'éthique de l'IA. واش هي الاخلاقيات القوانين اللي تندار باش تكون كاين اخلاقيات que ce soit dans la conception des algorithmes, que ce soit dans la mise à disposition des machines robots, quel type de données il faut mettre à la disposition des machines dans le cadre du deep learning ou l'apprentissage profond, etc. Les auteurs et autrices qui œuvrent à sa tâche, c'est-à-dire la tâche l'éthique appliquée à l'IA, se distinguent tant par leur angle d'approche de ce système que par leur méthodologie variée à tel point que les finalités de l'évaluation éthique de l'IA apparaissent également variées. Regardez, c'est-à-dire que ici, on est en train de progresser on est en train de progresser dans le paragraphe sans redondance, sans répétition. On est toujours dans le même sujet, on n'est pas sorti du sujet. Il est toujours question de l'IA, mais en avançant, on donne beaucoup plus d'informations. Premièrement, la définition de l'IA. Deuxièmement, les auteurs de la difficulté auxquelles, l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les auteurs et autrices de l'IA. L'impression diffuse face à l'abondante littérature académique, consacrée à ces thématiques et même parfois celle d'une profusion peu organisée. Troisième phrase, oui, on est en train de mettre en avant que la question liée à l'éthique de l'IA, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de lois, il y a une littérature académique abondante, il y a beaucoup de points de vue, et on a l'impression que c'est pas bien organisé, c'est pas bien réglementé, c'est pas bien catégorisé, c'est pas bien typologisé. Cet état, eh bien ici, cet état, celle d'une profusion peu organisée. Eh bien ici, une profusion, c'est-à-dire une abondance en termes de points de vue, en termes d'études, etc. Cet état fait référence à ce qu'on est en train de dire ici, une profusion peu organisée. Donc de là, maintenant, de là à là, c'est une progression à thème constant. Là, bon, thème et propos, mais ici, ce propos, c'est thématique et même parfois, bon, c'est thématique et même parfois celle d'une profusion peu organisée. Cet état, moi je peux vous dire que cet état, ça remplace les phrases, de là à là. Ça معليش, on peut dire que cet état, ça peut remplacer l'expression profusion, une abondance d'études, دراسات بزاف ومختلفة, ou c'est pas, ça donne l'impression que c'est un peu chaotique, c'est un peu chaotique. Donc de là à là, c'est une progression à thème constant. Non, c'est une progression à thème linéaire. Parce que le propos de cette phrase devient le thème de cette phrase. Cet état de fait peut certes être provoqué par la nouveauté des inventions techniques dont traite cette littérature. Il est cependant permis de soutenir que cela est dû à l'objet que l'on cherche à évaluer, l'intelligence artificielle, terme qui de lui-même se présente de manière complexe et difficile à appréhender de manière univoque, voire unique. C'est-à-dire même la définition du terme intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a beaucoup de définitions, etc. On n'est pas tout à fait d'accord sur tel mécanisme ou tel mécanisme, tel processus ou tel processus.
est-ce qu'il relève de l'intelligence, du concept de l'intelligence artificielle ou non? En effet, la notion d'intelligence artificielle, hein, ici, hein, dans cette phrase, le thème de cette phrase, c'est la notion d'intelligence artificielle. Comprend certes l'écriture du code informatique et la conception des algorithmes, mais également leur mise en œuvre à partir de capteurs de différentes sortes. Cette association, bon, moi j'aurais aimé, à mon sens, j'aurais aimé, si j'étais l'auteur, dire un point cette association produisant des données mises en réseau par leur mise en œuvre à partir de capteurs de différentes sortes. Cette association produisant des données mises en réseau par le biais du numérique, entre parenthèses, réseau et plateforme. Donc, ici, c'est vraiment une phrase un petit peu longue, mais bon, un petit peu longue. Moi, je conseille aux étudiants de produire des phrases longues et complexes, mais du moins, la phrase, elle est très claire. Hein? Donc, cette association produisant des données mises en réseau par le biais du numérique doivent encore être ajoutées toutes les expressions robotiques qui en sont possibles, ce qui peut prendre des formes variées, qu'elles soient anthropomorphes ou non. Moi, regardez, ma critique, hein. Là, ici, dans cette phrase, doivent encore être ajoutées toutes les expressions robotiques qui en sont possibles. Hein. Ici, donc, le thème de cette phrase, c'est les expressions robotiques. Mais regardez, en langue française, surtout dans la rédaction des textes scientifiques, il faut éviter ce qu'on appelle les... Moi personnellement, on n'allait pas dire que l'enseignant nous avait dit ça et on ne l'a pas trouvé sur Internet. Ça, c'est sous ma responsabilité. Il y a certains éléments grammaticaux dans la phrase, moi je les considère comme des coefficients de frottement. Hein. Vous avez étudié en sciences physiques, physique 1 ou physique 2, la notion de coefficient de frottement. Alors ici par exemple, regardez, qui en sont, ce qui peut, qu'elle soit. D'accord? Il faut aller vers des expressions simples. Éviter les conjonctions. Ça ne veut pas dire que si je vous demande de les éviter, ça ne veut pas dire que c'est zéro utilisation. Hein? Non. C'est-à-dire essayer de les éviter autant que possible. Hein? Les conjonctions de subordination, les pronoms relatifs, les adverbes de liaison, il ne faut pas trop en abuser. Par contre, les adverbes de... les adverbes de liaison, au contraire, il faut les utiliser. Ensuite, d'abord, par avant, finalement, etc. Les adverbes de liaison, les connecteurs logiques, ou les marqueurs de relation qui expriment la cause, le but, la conséquence, etc. Il faut savoir les utiliser. Mais moi, c'est surtout ce que je vous demande d'éviter, c'est les conjonctions de subordination, parce que ça va vous obliger à observer ou à respecter une certaine mécanique de, comment dirais-je, d'accord. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez dans la même expression une proposition principale et une proposition subordonnée
complétive, etc. Donc, entre la proposition principale et la proposition subordonnée, circonstancielle de lieu ou de temps, il y a du ciment, il y a une conjonction de subordination. Et là, ça va vous obliger à ce que vous maîtrisiez le concept conjugaison. Hein. On ne sait pas que afin que, il faut le subjonctif, après que, c'est le mode indicatif, mais avant que, il faut le mode subjonctif, etc. Il y a aussi le conditionnel. Donc, si vous allez le plus souvent utiliser, recourir à ces phrases complexes, hein, proposition principale, conjonction de subordination et proposition subordonnée, je ne sais pas de quoi, la prononciation, la lecture, ça ne sera pas vraiment très fluide. D'accord? Donc ici, dans la rédaction, je vais au passage vous donner quelques remarques d'ordre général. Dans la rédaction scientifique et technique, on utilise aussi ce qu'on appelle la tournure impersonnelle. Il est possible il est important de noter, hein, ici le il ne remplace pas. On peut aussi utiliser le sens figuré, des verbes au sens figuré, lorsque vous dites que ici les résultats montrent une concordance entre la variabilité du paramètre alpha en fonction de la variabilité du paramètre bêta. Hein. Donc, lorsque vous dites les résultats montrent, les résultats notent, l'utilisation du modèle tel prouve que, prouve, ici vous avez utilisé ce verbe au sens figuré, pas au sens réel. Donc, dans la rédaction scientifique, on a le droit d'utiliser le sens figuré dans ce genre d'expression. Les résultats montrent, les résultats confirment, hein, les résultats confirment, les résultats dénotent de, etc., etc. Pour exprimer des vérités générales, il faut utiliser ce qu'on appelle le présent indicatif atemporel ou le présent anachronique. Lorsque vous dites la terre, l'eau bout, le verbe bouillir, l'eau bout à 100 degrés Celsius, ici c'est une vérité générale. Hein. Ça n'a rien à voir avec le présent. Hein. Le présent au sens, le présent dans lequel le système d'énonciation coïncide avec, c'est-à-dire l'énonciation coïncide avec l'exécution de l'action. Hein. Lorsque moi je l'appelle personnellement le présent ponctuel. Lorsque je dis je regarde la télévision, c'est-à-dire oui, hein, je suis en train de dire que je regarde la télévision et en même temps je suis en train d'exécuter l'action de regarder la télévision. Donc l'énonciation se superpose à l'action. Mais lorsque vous dites la Terre tourne autour du Soleil, eh bien ça c'est le présent qui n'a rien à voir avec le présent ponctuel, hein, la superposition de l'énonciation, du système d'énonciation avec l'exécution de l'action. Voilà, donc faites attention. Donc lorsque vous voulez approfondir l'explication, utilisez la progression dans un texte explicatif par exemple. Utilisez la progression à thème constant avec des éléments de reprise. Hein. Par exemple, si je dis la baleine, la deuxième phrase, cet animal, eh bien, c'est une progression à thème constant. La troisième phrase, ce mammifère, un fediyet. Donc, c'est un terme générique. C'est un terme générique. Mais lorsque je dis ce cétacé, eh bien, le nom scientifique le terme scientifique des mammifères, c'est les cétacés. Donc, c'est un terme spécifique. Donc, la baleine, cet animal, ce mammifère, terme générique, ce cétacé, terme spécifique, il, élément de reprise, etc. Donc, si je veux approfondir l'explication par rapport à une notion, hein, cet algorithme, l'algorithme d'Euclide, ce modèle,
hein, ce schéma, cet organigramme, ce système, si je veux approfondir dans un texte descriptif, argumentatif ou explicatif une notion, un concept, un principe, je préfère la progression à thème constant. Si je veux accélérer le texte, je vais utiliser la progression à thème linéaire. C'est-à-dire, le propos de la première phrase devient le thème de la deuxième phrase. Le propos de la deuxième phrase devient le thème de la troisième phrase. Le propos de la énième phrase devient le thème de la énième plus 1 phrase. D'accord? Donc, mais il est déconseillé, hein, sinon le lecteur va se perdre dans les détails. Maintenant, il y a la progression à thème éclaté. Si vous avez un concept général, hein, par exemple le concept galaxie, eh bien vous allez le diviser en sous-thèmes. Vous avez la galaxie, vous avez les systèmes, hein, comme le système solaire, je ne sais pas, le système Oméga, le système Andromède. Chaque système se compose de planètes, et les planètes, il y a aussi des satellites qui tournent autour des planètes. Donc, même, regardez, hein, même l'hyperthème, hein, regardez. Par exemple, on a un hyperthème. Un hyperthème. Cet hyperthème, je vais le diviser en sous-thèmes. Ah, pour produire des paragraphes. Sous-thème 1, sous-thème 2, sous-thème 3, sous-thème 4. Le sous-thème. Si je vais encore le diviser en sous-thème, donc ce sous-thème, il se transforme en hyperthème par rapport à ces sous-thèmes. Hein? Ce sous-thème, si je peux le diviser par exemple en deux sous-thèmes, donc il va se transformer en hyperthème par rapport à ces sous-thèmes, etc., etc. Donc voilà ce qui va nous permettre d'organiser la description, l'explication ou l'organisation dans un texte. Donc, je demandais aux étudiants de réviser aussi la technique de l'entonnoir. Hein. On l'a vu dans le cadre d'une vidéo la fois passée, visioconférence. Donc, révisez ce que je vous ai demandé de réviser, et je vous souhaiterais donc, je souhaite à tous les étudiants du succès, de la paix, du bonheur et de la sérénité. اللهم صل وسلم وبارك اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.